Alors ce matin tu nous as fait un show hyper intéressant sur tout ce qui est santé connectée, objets connectés, maisons connectées. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler 2 secondes de ton entreprise, de ce qu'est iHealth? iHealth aujourd'hui, en fait, ça représente une compagnie qui permet aux gens de mieux comprendre les signes de leur corps et de les interpréter d'une manière ludique, intuitive, parce que tu ne peux pas gérer une pathologie si tu ne peux pas la mesurer. Donc le premier pas, c'est de la mesurer, mais ça c'est le côté facile. Ensuite, c'est savoir quoi faire avec la mesure. Et c'est ça ce qui est intéressant avec iHealth. On utilise des plateformes tactiles et le fait qu'elles soient tactiles permettent aux gens de mieux comprendre leur pathologie. Continue, Pose-moi l'autre question. Ok, super. Moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné ce matin, c'est le design des produits. On sent que vous attachez beaucoup de design à vos produits, on a envie de les acheter, on a envie de les prendre en main. Donc c'est une vraie volonté de l'entreprise. Absolument, comme je t'ai dit ce matin, je me rappellerai toujours du moment où j'ai ouvert mon premier iPhone. C'est un instrument de désir. Et donc j'essaie beaucoup de reproduire ce que j'appelle the wow factor. Parce que quand tu ouvres un produit et tu dis « Waouh, je suis trop content d'avoir acheté ce produit parce qu'il est beau » et ça devient un achat positif. Et si tu as envie d'utiliser quelque chose, tu vas l'utiliser plus souvent. Il y a des gens, on appelle aussi ça le principe du iPad, que les seuls gens qui n'aiment pas l'iPad sont ceux qui ne l'ont pas. Tout le monde, je connais beaucoup de gens qui ont des tablettes qui n'aiment pas leur tablette. Mais tu achètes un iPad, que ce soit pour le plaisir ou pour le boulot, tu aimes ton iPad. Donc, pour moi, le design, c'est une partie intrinsèque du produit. On ne fait pas seulement du design pour être beau, mais du design pour être utile, pour être plus facile à utiliser, pour être plus ludique et surtout pour donner envie aux gens d'utiliser les produits. C'est la santé, donc tu as besoin de l'utiliser. Si c'est un produit qui est laid, qui ne te donne pas envie, tu as beaucoup plus de chances de ne pas l'utiliser. Ce matin, tu nous as parlé de maisons connectées. À ton avis, d'ici combien d'années ou combien de temps la majorité des maisons seront avec des systèmes connectés qui permettent de tout centraliser? Je pense que ça va arriver plus rapidement qu'on ne le pense. Dans certains pays, quand je vais à Taïwan par exemple, j'ouvre ma chambre d'hôtel avec une empreinte digitale. Je mets mon doigt et ça ouvre automatiquement la porte de mon appartement. Si en Allemagne, ils ont déjà la grande majorité des maisons, des systèmes de fermeture des volets qui sont automatisés, qu'on peut ouvrir à distance. Donc il y a énormément de gens qui sont connectés mais qui ne le savent pas encore. Donc ce sont des trucs qui paraissent évidents mais qu'on a assimilés automatiquement et ça arrive. Tout ce qui peut être contrôlé et connecté sera connecté un jour. Mais je pense que d'ici 5-6 ans, on va vraiment voir l'arrivée de la maison connectée en tant que principe où tout est connecté. Si tu lis Dostoïevski, tu as lu les frères Karamazov? Non. Le monde est un océan où tout touche et communique. Donc, parce que tout ce qui a un rapport avec ta vie quotidienne, que tu peux toucher d'une manière, tout ce qui donne un signal, tout ce qui requiert une information, a besoin d'être connecté et sera certainement connecté un jour. Ce qui nous paraissait impossible il y a 5 ans est maintenant un fait accompli. On n'y pense même plus. Alors, on ne voit pas trop sur la caméra, mais tu as quelque chose connecté au doigt justement. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Ça, c'est un petit device très simple. Ça s'appelle un oxymètre de pouls et ça mesure la saturation d'oxygène dans mon sang. Donc là, ça me dit, vu que je suis en train de parler, je suis en train d'utiliser beaucoup d'oxygène. Donc je suis descendu à 96% et ça me permet en fait de mesurer non seulement le niveau d'oxygène, mais aussi mon pouls. Et en même temps, si ça envoie le signal à un iPhone ou un iPad ou n'importe quel device connecté, ça me donne aussi ce qu'on appelle l'index de perfusion, la vitesse du sang dans mes artères, ce qui est très utile pour les grands sportifs, pour les gens qui souffrent de maladies pulmonaires, l'asthme, de maladies respiratoires. Aux États-Unis, c'est fabuleux parce que ici en Europe, ceci est vu plutôt comme un instrument médical, tandis qu'aux États-Unis, c'est vu comme un produit de bien-être. Si on s'en sert tous les jours, c'est utilisé par les grands sportifs, les sportifs de haut niveau qui font du marathon, ceinture noire. Et dernière question, tu fais souvent le parallèle entre... Avant, tu me parlais d'Allemagne, d'États-Unis, de France. Aujourd'hui, la France, elle se situe où par rapport à ça? J'ai l'impression qu'on est un petit peu en retard. On a du mal. Au contraire,
La France a du mal à accepter la santé-technologie, mais ce qui est paradoxal, c'est que la France est le berceau de la civilisation médicale du XXe et du XXIe siècle. Un berceau de l'innovation. Dans les années 80, si tu disais tu veux étudier le marketing, tu vas aux États-Unis. Tu veux du engineering, tu vas en Allemagne, mais pour la médecine, c'est la France. C'est Pasteur, c'est Marie Curie, la néphrologie, les maladies tropicales. Et aujourd'hui, on a un peu honte de ce milieu médical. Alors, il faut qu'on essaie de redorer le blason de la médecine française, parce que la France, c'est quand même le pays de l'innovation dans les 2 derniers siècles. Bah écoute, on te remercie beaucoup en tout cas pour ton intervention ce matin, pour tout ce que tu nous as transmis, et bah, on est impatient de te revoir en Alsace et à Mulhouse. Pour moi, c'était un privilège. Je te remercie. Merci. Ciao.